L'université du paysan. La médiation scientifique au service du développement socio-économique, la simplification des savoirs dans un langage plus accessible. L'université du paysan, parler de science avec un public de non-spécialistes. Tiburce Moukiala. Chers auditeurs de Radio Bénin, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Université du Paysan, votre espace d'échange et d'apprentissage dédié au développement du monde rural. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour notre agriculture. Pourquoi près de 70% des entreprises d'élevage en Afrique échouent, malgré le potentiel énorme du secteur de l'élevage en Afrique en termes d'emploi, de sécurité alimentaire et de revenus? De nombreux projets peinent à survivre au-delà de quelques années. Pour en parler, nous recevons un expert du domaine, Fréjus Tanguy Zissou, ingénieur en zootechnie. Avec lui, nous allons comprendre les causes profondes de ces échecs, mais surtout identifier des solutions concrètes pour réussir dans l'élevage. Bonjour à vous, monsieur Fréjus Tanguy Zissou. Bonjour, monsieur Moukiala. Vous êtes dans l'émission L'Université du Paysan, l'émission qui fait de la médiation et de la vulgarisation scientifique dans plusieurs domaines ayant trait au développement. Soyez le bienvenu et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ma première question, pour situer un peu le contexte, c'est de nous dire comment se portent les entreprises qui interviennent dans le domaine de l'élevage au Bénin. Pour cette question, je voulais répondre à la question sur deux volets. Le premier volet, c'est comment se portent les entreprises d'élevage sur le plan de l'environnement institutionnel et politique qui est mis en place. Et au niveau du second volet, en parler au niveau de la gestion interne de cet élevage-là. Parce que l'État met en place le dispositif, mais il revient à chaque entreprise de voir comment gérer son entreprise à l'interne pour que ça puisse prospérer. Donc, en tenant en compte ces deux facteurs-là, je dirais qu'au Bénin, sur le plan institutionnel et autres, le secteur de l'élevage en général vit très bien. Mais par contre, sur le plan interne, au niveau de la gestion de chaque entreprise, c'est là vraiment que beaucoup de problèmes se rencontrent et on constate vraiment des difficultés à avancer. Merci à vous, monsieur Zissou. Nous sommes dans l'émission L'Université du Paysan. Ça veut dire au Bénin, tel que vous avez répondu à notre question, l'environnement est propice au développement des entreprises dans le domaine de l'élevage parce que institutionnellement, les mécanismes sont en place pour que chaque entreprise puisse prospérer. Pourquoi le chiffre 70%? Le chiffre 70%, d'abord, c'est près de 70% pour dire que c'est une approximation parce que ça ne vient d'aucune institution officiellement parlant, donc ni le gouvernement du Bénin ni une institution africaine qui a donné cette valeur harmonisée, mais c'est un chiffre qui a été donné sur la base de plusieurs facteurs, de plusieurs études qui ont été réalisées pratiquement sur tout le continent. Premier facteur, je parlerai du taux d'échec élevé des PME en général, donc tout ce qui est petite et moyenne entreprise en Afrique. Donc, des statistiques ont montré un taux d'échec allant jusqu'à 75% des PME. Et vu un peu la fragilité du secteur de l'élevage face aux aléas climatiques, donc ce secteur d'activité est classé parmi ces PME qui sont plus affectés par les aléas climatiques, par conséquent plus ouverts à beaucoup de risques d'échec, à beaucoup de risques de faillite. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, je dirais que c'est par rapport au taux élevé aussi d'échec au niveau des startups d'élevage. Et selon une statistique mondiale, entre 80 et 85% des startups d'élevage échouent dès les premières années. Prenant en compte toutes ces statistiques-là, ainsi de suite, donc ça nous donne quand même une idée sur le taux d'échec, le taux de faillite des entreprises qui sont spécialisées dans l'élevage en Afrique. Comment décrivez-vous aujourd'hui le secteur de l'élevage en Afrique? Aujourd'hui en Afrique, le secteur de l'élevage constitue d'abord un pilier majeur
on est d'accord, pour que ce soit pour les économies rurales comme pour l'économie nationale de plusieurs pays africains. Ça contribue significativement à la sécurité alimentaire, aux revenus des ménages et ça crée beaucoup d'emplois. Ça, c'est de façon générale, au fait, ce que nous pouvons dire de bien au fait, de l'élevage. Et ça se reflète dans beaucoup de documents statistiques aujourd'hui, officiellement parlant. Par contre, cet élevage, en fait, est dominé beaucoup plus par un système extensif. En fait, l'élevage, dans la grande majorité, au fait, de ceux qui pratiquent l'élevage, au fait, le font de façon traditionnelle, de façon extensive, ce qui ne permet pas vraiment, en fait, d'exploiter correctement, en fait, le potentiel des animaux pour pouvoir vraiment avoir des résultats satisfaisants et répondre vraiment aux besoins en aliments, que ce soit l'œuf, la viande, le lait, ainsi de suite, que demande la population africaine qui ne cesse de croître d'année en année. Merci à vous, Monsieur Fréjus Tanguy Zinsou. Vous êtes ingénieur en zootechnie. Sans plus tarder, le décor étant planté, nous allons passer à la première rubrique de notre émission intitulée « Le profil de l'invité, 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 de l'invité ». Monsieur Zinsou, pouvez-vous vous présenter brièvement à nos auditeurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis Fréjus Tanguy Zinsou. Je suis un ingénieur agronome spécialisé en zootechnie. Donc la zootechnie, c'est ce volet de l'agronomie qui s'occupe de tout ce qui est système d'élevage, qui s'occupe de l'alimentation des animaux, leur santé, la reproduction et le bien-être de façon générale. Donc c'est mon domaine de formation de base. Et actuellement, j'interviens dans la recherche scientifique où je suis plus spécialisé dans ce qui est l'alimentation et puis la nutrition des animaux d'élevage. Donc comment, à base des ressources alimentaires disponibles chez nous, nous pouvons déjà quand même arriver à formuler des rations qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins alimentaires de nos animaux, quelle que soit la saison. Donc, ce plan recherche, c'est sur quoi je travaille actuellement. Mais sur le plan professionnel, sur le plan entrepreneurial, donc je suis aussi un promoteur d'entreprise qui accompagne, qui forme et qui coach au fait tous ceux qui sont promoteurs d'élevage à mieux vraiment au fait planifier leurs activités, tirer leurs activités pour une optimisation de leurs performances, que ce soit ici au Bénin comme en Afrique. Dites-nous comment est-ce que vous avez pu atteindre ce niveau dans la professionnalisation de ce métier de zootechnicien? Je dirais premièrement d'abord que c'est une vocation. Parce que étant du village, donc j'ai beaucoup plus vécu au village, c'est au village que j'ai eu le baccalauréat, j'ai vu un peu au fait comment est-ce que mes parents se battaient avec les petits animaux qu'ils avaient pour pouvoir vraiment s'en sortir quotidiennement. La grande partie même de mon cursus scolaire a été financée par l'élevage traditionnel. Donc pour moi c'est une manière au fait de faire le retour à ma communauté, de leur tendre la main et puis quand même de leur servir et puis voilà, leur permettre quand même de bien profiter de cette activité qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, je dirais d'abord que c'est vraiment d'abord fait une vocation et ensuite une responsabilité. Vous avez étudié au Bénin, vous avez étudié dans d'autres pays africains. Vous avez eu une formation au Bénin et en dehors du Bénin. Quel a été le cursus et comment les différentes étapes de votre formation ont été franchies? Ok, merci beaucoup pour la question. Et c'est vrai, j'ai commencé mes études d'abord ici au Bénin, donc à la faculté des sciences agronomiques, où j'ai fait d'abord mes premiers pas. Ensuite, je suis allé au Nigeria, à Ibadan, où j'ai plus approfondi mes connaissances dans le domaine de l'élevage en général et particulièrement en fait la recherche scientifique appliquée au fait à l'élevage. Et c'est ça qui m'a vraiment en fait outillé à vraiment me lancer dans la recherche scientifique, ce que je fais actuellement. Mais du côté du business, j'ai pu bénéficier de beaucoup de soutien, de beaucoup de partenaires comme les Américains à travers le programme YALI, qui nous a vraiment en fait doté d'une formation vraiment exceptionnelle en termes de business management. Donc, des formations que nous avons reçues, que ce soit ici en présentiel au Bénin, ici comme en présentiel aux États-Unis, et beaucoup d'autres programmes auxquels j'ai participé dans beaucoup d'autres pays africains qui m'ont vraiment fait faire découvrir sincèrement en fait le potentiel qu'il y a dans le business, le potentiel qu'il y a au niveau de l'élevage et comment vraiment accompagner nos promoteurs d'élevage pour qu'ils puissent vraiment en fait tirer bon profit de ce potentiel-là. Quels sont les pays africains que vous avez visités en dehors du Nigeria, Ibadan ou l'université dans laquelle vous avez pu vous perfectionner? En dehors du Nigeria, je peux parler du Togo qui est à côté ici, ensuite du Niger, en plus du Kenya. Donc bon, le Kenya, j'étais parti au Kenya, c'est juste en fait pour un truc lié au leadership, donc ce n'est pas pratiquement en fait l'élevage. Et à part le Kenya, il y a le Congo, je crois, Brazzaville.
Pointe-Noire. Je suis allé à Pointe-Noire pour travailler aussi avec des promoteurs là-bas également aussi. Donc, j'ai remarqué au fait que, comparativement à chez nous ici au Bénin, au fait, nous prenons déjà, en fait, tellement l'élevage comme une activité vraiment réelle. Comparativement à beaucoup d'autres pays où, au fait, ils ont encore fait la mentalité d'une activité, héritée du passé. Une activité, au fait, il suffit simplement d'avoir quelques têtes d'animaux, et puis simplement les mettre là simplement de côté, et puis voilà, espérer un résultat à la fin. Contrairement à chez nous ici où, au fait, l'esprit de business, au fait, commence déjà pas naître, où les gens commencent déjà pas prendre, au fait, l'activité de l'élevage comme vraiment une activité professionnelle. En tout cas, ces pays-là que j'ai quand même déjà parcouru, je n'ai pas encore senti, au fait, vraiment ce désir, au fait, des uns et des autres par rapport à ça. Un fait qui m'a énormément marqué et qui m'a rassuré que de grandes avancées quand même ont été en train d'être menées chez nous ici au Bénin. Merci à vous, Monsieur Fréjus Tanguy Zissou. Vous êtes ingénieur en zootechnie. Nous allons passer à la rubrique problématique. L'université du paysan, la problématique. Le thème de notre émission est intitulé « Pourquoi près de 70% des entreprises d'élevage en Afrique échouent ?» C'est autour de cette thématique que nous allons nous entretenir avec notre invité que je vais encore vous présenter. Il s'agit de Fréjus Tanguy Zissou, ingénieur en zootechnie. Monsieur Fréjus Tanguy Zissou, quelles sont selon vous les principales raisons de l'échec des entreprises d'élevage? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ces principales raisons, je peux au fait les classer en deux ordres. Premièrement, d'abord, au fait, l'ordre des facteurs externes, donc qui ne dépendent pas directement de l'éleveur lui-même, et l'ordre des facteurs internes qui dépendent directement en fait, de l'éleveur, ce que j'appelle souvent en fait, des erreurs de profession. Alors, si je prends l'ordre que je prends en fait, des facteurs externes, on a le premier facteur que tout le monde connaît déjà, qui est le facteur au fait, du cadre institutionnel et politique. Donc, même si je suis un promoteur d'élevage et que dans le pays dans lequel je suis, au fait, l'environnement institutionnel et politique ne s'y prête pas, donc ça va être vraiment difficile pour moi de m'en sortir, de prospérer. Donc ça c'est le premier facteur au fait qui est vraiment important pour qui justifie vraiment en fait la non-avancée de beaucoup d'entreprises d'élevage en Afrique généralement. Autre facteur externe, je peux parler du changement climatique aujourd'hui qui, à travers des épisodes de sécheresse qu'on ne prévoit même plus aujourd'hui, cause au fait la rareté au fait des ressources alimentaires pour les animaux, surtout même pour les ruminants, les animaux dont l'alimentation est basée principalement sur les fourrages, sur les herbes. Donc ce facteur-là également aussi freine beaucoup d'élevage dans le développement. Ce qui fait que beaucoup d'élevage aujourd'hui, surtout de ruminants aujourd'hui, sont contraints en fait d'utiliser le système extensif pour pouvoir survivre parce que à cause de ce facteur-là. Autre facteur que je peux aussi mentionner, qui est un facteur externe également aussi, c'est la prolifération des maladies aujourd'hui. Et cela aussi est lié en partie au fait au changement climatique. Ce qui fait que dans les milieux dans lesquels il n'y avait pas au fait certaines pathologies, aujourd'hui au fait maintenant en fait ces pathologies au fait interviennent et ça contribue vraiment en fait à une perte considérable des troupeaux. Ça c'est juste au fait les facteurs au fait les plus importants sur le plan externe que je peux mentionner. Maintenant sur le plan interne, on peut parler maintenant en fait de la capacité, de niveau de technicité lui-même de l'éleveur. Parce que je le dis souvent lors de mes séances de coaching, qu'il n'existe pas en fait une activité d'élevage rentable, mais il existe d'éleveurs professionnels et rentables. La rentabilité de votre élevage dépend de vous-même d'abord, en tant que promoteur d'élevage, en tant qu'éleveur. L'élevage, c'est une activité comme toute autre activité professionnelle que nous faisons. Donc, il faut, mettre, dedans, la rigueur qu'il faut pour pouvoir vraiment avoir les résultats escomptés. Donc, le premier facteur interne d'abord, c'est le niveau de technicité de l'éleveur. Est-ce que celui qui veut faire l'élevage lui-même vraiment a les connaissances requises qu'il faut pour pouvoir bien gérer l'élevage sur le plan technique? Ensuite, il y a aussi les erreurs de suivi. Il y a les absences de suivi. Donc, beaucoup d'élevages, ne font pas de suivi. Donc, il n'y a pas de suivi. Donc, on ne sait pas si le sens dans lequel nous sommes en train d'aller est le bon sens ou pas. Et cela, est souvent causé par l'absence, de business model clair et solide de départ. La plupart, aujourd'hui, se lancent dans l'activité de l'élevage sans un business plan clair et solide de départ. Donc, ça, c'est des facteurs vraiment, qui cautionnent, augmentent le risque, de faillite, le risque de chèque de beaucoup d'entreprises depuis l'interne. Au vu et au su des explications que vous avez fournies, peut-on dire que le manque de formation technique des éleveurs est un facteur clé? Oui, je peux dire en partie que c'est un facteur clé. En partie parce que le tout, repose sur les capacités managériales, les capacités techniques et managériales de l'éleveur.
Le tout, en fait, repose pratiquement sur ça. Donc, si un éleveur est bien formé, est bien informé, est bien aguerri, cet éleveur-là, en fait, vraiment, quand même, arrive à faire asseoir un modèle de business qui est souvent, en fait, résilient à beaucoup, en fait, de contraintes extérieures. Donc, le volet formation, le volet renforcement de capacité de façon continue de l'éleveur ou bien du promoteur de l'élevage est un facteur très important dans la réussite de business d'élevage. Quel rôle joue la mauvaise gestion financière dans ces échecs? Je prends juste l'exemple d'un éleveur quelconque, on est d'accord, d'un éleveur qui s'est levé un jour et puis voilà, parce que le business d'élevage, l'élevage c'est un business, donc ça a besoin en fait d'intrants. Et comme intrants, nous avons les ressources financières. Donc de temps en temps, il faut aller vers les ressources financières pour pouvoir solliciter des accompagnements. Donc si, en tant qu'éleveur, je n'ai pas en fait un bon plan de gestion financière de mon entreprise, mais comment est-ce qu'une institution financière pourra m'accorder de crédit? Il ne suffit pas simplement d'aller vers une institution financière pour dire bon, j'ai un terrain comme ça que je vais mettre en gage, donc faites-moi de crédit. Non, le terrain c'est bon pour être mis en gage, mais également aussi, moi-même en tant qu'éleveur, je dois pouvoir démontrer au fait à la structure financière que je dispose de tous les outils qu'il faut pour pouvoir faire une bonne gestion de l'argent qui me sera confié. Vous avez parlé tout à l'heure des maladies et le manque de suivi. Sont-ils déterminants dans les échecs? Oui. Supposez par exemple un éleveur qui n'est pas bien doté de compétences requises dans le domaine et qui se confronte et qui bizarrement également aussi au fait se trouve dans un environnement où il y a moins de services de conseils, de services d'appui dans son environnement. Il se confronte du jour au lendemain à une maladie, mais il ne pourra pas en fait quand même se monter à ça. Le manque de suivi également aussi, c'est quoi? Le manque de suivi, l'absence au fait d'un plan de prophylaxie correct et bien suivi pourra aussi conduire également aussi à ces facteurs-là. Donc la formation, que ce soit à l'entame du business comme au cours du business, comme vraiment en fait un facteur clé et primordial pour en fait la réussite des entreprises d'élevage. Alors, dans quelle mesure l'alimentation du bétail influence-t-elle la rentabilité? Beaucoup d'études ont montré que l'alimentation est le poste qui coûte en fait le plus cher dans un business d'élevage. Et pire encore, quand vous êtes encore dans un élevage de volailles, ça c'est le pire, c'est le comble. Donc, réussir à mieux gérer son alimentation, à adopter une stratégie de gestion efficiente de son alimentation, c'est la bonne clé au fait pour réussir son élevage. Le choix des races animales est-elle souvent mal fait? Oui, je dirais oui comme je dirais non. Pourquoi? Parce que chez nous ici, au Bénin, il y a beaucoup de races locales chez nous ici. Si je prends par exemple les bovins, il y a beaucoup de races locales chez nous ici au Bénin qui ont des potentialités vraiment considérables. Si on parle par exemple de la production de viande, production de lait. Donc moi en tant qu'éleveur, si je veux au fait aller dans une filière, peut-être la viande par exemple, je dois savoir quelle quand même race je dois choisir pour pouvoir vraiment aller faire mes objectifs. Donc ça c'est le oui. Le non, c'est que dans l'optique en tant que promoteur, si j'ai ambition vraiment fait d'aller au-delà de ce que ces races locales là me produisent, je peux maintenant aller vers les races exotiques pour pouvoir vraiment en fait améliorer ma productivité et aller vers une entreprise beaucoup plus performante. Existe-t-il un problème de planification ou d'étude de marché chez les éleveurs? Oui. Ça, je vous le garantis. Ça existe vraiment parce que, par expérience, il y a beaucoup de promoteurs d'élevage qui me contactent. Et quand ils me contactent, c'est que moi, je leur demande d'abord de faire cette étude de faisabilité. C'est important parce que moi, je dis souvent quelque chose, c'est que un business d'élevage que vous entamez sans étude de faisabilité, sans étude de marché, sans un document de business plan clair et solide, c'est que vous avez passé beaucoup plus de temps à éteindre les feux plutôt qu'à évoluer. Vous avez passé beaucoup plus de temps à gérer des imprévus plutôt qu'à évoluer. Parce que vous n'avez pas eu l'esprit au départ de vous asseoir pour faire cette étude de faisabilité-là, pour voir déjà quelles sont les contraintes éventuelles que vous pouvez rencontrer sur le chemin et quelles sont les solutions que vous pourriez déjà préparer déjà à l'avance pour pouvoir contrecarrer ces contraintes-là. Et c'est ce qui fait que beaucoup, au fait, se lancent dans ça sans ce document stratégique, sans ce document. C'est comme si je vais aller construire une maison, je me lève simplement comme ça et puis je vais simplement appeler un maçon pour dire bon, on va me construire simplement une maison. Non, il faut d'abord des études préalables. Appeler d'abord un architecte qui viendra me faire d'abord des études, faire un plan de construction avant maintenant d'appeler le maçon. C'est pareil également aussi au niveau du business en élevage. Il faut franchement se doter donc de documents stratégiques qui orientent, qui guident vers là où il faut aller. Nous allons à présent parler des erreurs fréquentes des promoteurs. Quelles sont les erreurs les plus courantes que vous observez chez les nouveaux éleveurs? Premièrement, d'abord, c'est ce que je viens déjà de mentionner, d'abord, le manque d'études de faisabilité, le manque d'études de marché. Ça, c'est le premier. Le second, c'est le manque d'information. C'est-à-dire, beaucoup d'élevages aujourd'hui se créent aujourd'hui juste parce que j'ai mon voisin qui a fait ça et puis ça a marché. Donc moi-même, je vais le faire aussi.
Donc je me lance dedans. Ce qui fait qu'on a tellement d'élevage aujourd'hui en Afrique en général, mais qui peine à bouger pour juste parce que on copie l'autre. Autre erreur également aussi, c'est que il y a une absence criarde au fait de suivi, évaluation des élevages. Et l'autre aspect aussi, c'est la confusion de l'exploitation commerciale avec une entreprise familiale. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font également aussi aujourd'hui. Je ne dis pas de ne pas impliquer la famille dans son business. Ça, c'est clair. Ça, il faut le faire parce que c'est un moyen également aussi pour la famille de s'autonomiser. Ça, c'est clair. Mais si vous décidez de le faire, mais appliquez à votre famille aussi la même rigueur qu'il faut. Donc, il y a ce problème de confusion qui est là également aussi qu'il faut de temps en temps expliquer aux promoteurs d'élevage, expliquer aux éleveurs pour leur montrer comment séparer au fait un business d'une activité familiale. Beaucoup se lancent dans l'élevage sans expérience. Est-ce un risque majeur? Je dirais oui, c'est un risque majeur et ce risque-là peut être atténué, pour ne pas dire minimisé, si je n'ai pas de l'expérience, mais je rentre dedans et j'essaie au fait de me faire former. J'essaie au fait d'acquérir quand même le minimum qu'il me faut pour pouvoir faire tout cela. Et c'est pour ça même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations au fait aujourd'hui qui travaillent dans ce sens-là, qui organisent des panels de discussion, des panels d'échange entre éleveurs. En tant qu'éleveur inexpérimenté, je peux aller à la rencontre des éleveurs qui ont fait 20 ans dans le domaine et apprendre de leurs expériences, apprendre des échecs qu'ils ont eus, apprendre des solutions qu'ils ont appliquées pour pouvoir en fait aller de l'avant. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'information. Beaucoup en fait d'éleveurs sont dans leur milieu mais ne vont pas en fait à la quête de l'information. Et ça, c'est vraiment en fait un danger, un grand risque en fait pour la suivi de leur activité. Le mimétisme, c'est-à-dire copier les autres sans comprendre, est-il un problème? Ah oui, c'est vraiment un problème. Pour le petit exemple, je fais des formations sur comment formuler des aliments pour les animaux et il y a des éleveurs de partout en Afrique qui me contactent pour me dire bon, telle formule alimentaire que tu as, envoie-moi ça, je vais l'utiliser. Je dis non, mais il ne faut pas l'utiliser comme ça parce que le maïs qu'on va utiliser ici au Bénin, c'est un maïs qui a une composition chimique donnée. C'est pour ça que c'est parce que ça cette composition chimique là que moi je l'ai intégré dans mon aliment à tel taux. Mais si je voulais en voir vous là-bas, vous qui êtes au Cameroun, mais vous qui êtes au Congo, au centre du Bénin, où les conditions climatiques diffèrent, où le maïs qui est cultivé là-bas n'a pas la même composition que le maïs qui est cultivé ici. Mais si moi je veux avoir cette formule, c'est comme si je vous fais du mal. Vous allez fabriquer un aliment, mais qui ne va pas jamais répondre aux besoins de vos animaux. Donc, copier, je suis d'accord, mais quand même, c'est pas en fait tous les aspects de l'élevage qu'il faut copier. Voilà, donc c'est là en fait je vais en venir. Il faut copier, mais avoir quand même en fait un esprit éveillé pour pouvoir savoir comment copier. Les éleveurs négligent-ils l'importance des données, c'est-à-dire suivi de reproduction, mortalité, etc. Ça se néglige. Et pourquoi ça se néglige? En fait, c'est dès le départ. Il se dit, c'est l'activité. Bon, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux. Donc, en fait, ce n'est pas en fait conduit. L'activité en fait n'est pas conduite en fait comme un vrai business. Parce que si c'est un vrai business, c'est que je dois avoir des documents avec moi dans lesquels j'enregistre tout ce qui se passe dans mon élevage. Pas uniquement les pets seuls. Tout ce qui se passe dans mon élevage, j'enregistre tout. Donc, ça fait partie en fait, des limites en fait, pour nos business en élevage en Afrique en général, où il faut vraiment en fait, de revoir. Et c'est le travail que nous, en tant qu'experts, nous essayons de faire. Tout ce qui est entreprise d'élevage que nous essayons d'accompagner. Et autres. Donc, nous les dotons en fait, de ces outils-là. Et nous restons derrière eux pour être sûrs que ces outils-là sont vraiment utilisés pour que, même dans 5 ans, quand je repars dans cet élevage-là, je dis, bon, somme-moi les documents. Si telle chose, comment cette chose s'est passée en telle année, il peut quand même me faire ces documents-là et pour me montrer un peu comment ces choses-là se sont passées dans la période indiquée. L'élevage est-il encore trop perçu comme une activité secondaire? Pour la majorité de ceux qui pratiquent en fait, l'élevage aujourd'hui, c'est voilà. Quand vous allez dans les milieux ruraux, vous allez voir. Quand vous questionnez un éleveur, vous demandez mais quelle est votre activité principale? Il va vous dire soit c'est le commerce, soit c'est assez moto, soit c'est ci. Mais quand même il a des animaux qu'il élève. Donc pour lui en fait c'est que l'élevage quand même en fait, c'est que c'est au second rang l'élevage. Donc cet esprit au fait dans lequel l'activité de l'élevage au fait se réalise actuellement dans nos pays ne favorise pas en fait l'essor de l'activité. Mais vous aussi, en tant qu'ingénieur en zootechnie, vous n'avez pas l'impression que l'État central néglige un peu la production animale au profit de celle animale? Non, je ne dirais pas que ça a été négligé. Parce que les investissements se font en fonction de ce que l'activité apporte au fait à l'État central. Et non seulement ça aussi, en fonction au fait de nombre de population qui est impliquée dans l'activité. Si je prends le cas du Bénin par exemple, d'après les statistiques. La direction de la statistique agricole. La DSA. Je n'ai pas en fait les chiffres exacts en tête,
mais je peux essayer d'estimer. La majorité de la population, surtout rurale, pratique l'élevage, pratique en fait l'agriculture. Quand on parle d'agriculture, c'est la production céréalière ou ainsi de suite. Mais toutes ces populations agricoles ne pratiquent pas en fait de l'élevage. On est d'accord. Donc c'est une partie de cette population agricole qui pratique l'élevage. Donc ce qui fait que si au niveau politique, on veut voir le poids de l'agriculture et de l'élevage dans l'économie du pays, forcément, l'agriculture passe en premier. Donc, pour moi, je ne dirais pas que l'élevage a été négligé au profit de la production végétale. Le jour, par exemple, où il y aura une prolifération énorme de promoteurs d'élevage, par exemple au Bénin ici, où ces promoteurs d'élevage-là, le nombre de ces promoteurs d'élevage va dépasser le nombre même de ceux qui pratiquent l'agriculture. En réalité, vous allez voir que les données vont changer. Mais puisqu'on parle des données qui vont changer, vous ne voyez pas que l'État investit beaucoup à importer les protéines animales de l'étranger au lieu de les produire ici, et ça va favoriser la création de richesses et d'emplois. Je suis d'accord, mais il faut constater aussi avec moi depuis quelques années que les choses ont commencé à changer, surtout chez nous ici au Bénin, avec, par exemple, je prends juste l'exemple de la création de l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises qui a été créée en 2022 et qui fait un travail remarquable sur le terrain. Avec les micro-entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises. Y compris les éleveurs. Donc les accompagner vers la formalisation, vers l'accès au financement, vers l'accès au marché et puis ainsi de suite. Merci. Nous allons parler à présent des contraintes structurelles et environnementales. Quel est l'impact du manque d'accès au financement? C'est une question vraiment très importante. Quand on parle de l'élevage en fait requiert beaucoup d'investissements. Ça, on est d'accord. Beaucoup d'investissements en termes de capitaux initiaux, c'est clair. Et la plupart en fait des éleveurs qui ambitionnent faire l'activité comme un business à part entière n'ont souvent pas cette capacité financière. On est d'accord. Donc, il faut maintenant en fait aller faire des institutions à la limite s'inscrire dans des mécanismes de facilitation d'accès à ces trucs-là. Donc, si dans un pays il n'y a pas ces mécanismes d'accès, il n'y a pas ces institutions-là qui sont ouvertes avec des conditions plus ou moins favorables pour pouvoir vraiment en fait permettre aux éleveurs. Donc ça va constituer vraiment en fait un blocage pour beaucoup d'éleveurs. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ADPME qui fait beaucoup pour les petites, moyennes et micro-entreprises. Si les politiques publiques soutiennent-elles suffisamment les éleveurs en matière de financement? Vous voyez, la première réforme d'abord qui devrait normalement favoriser en fait une explosion, on est d'accord, du secteur de l'élevage, c'est la réforme de création des pôles de développement agricole. Parce qu'avec cette réforme-là, déjà, il y a des spéculations animales qui sont déjà spécialisées dans certaines zones. Et ces études ont été réalisées pas uniquement à dessein. C'est pour permettre en fait, aux gens, par exemple, si moi je suis potentiel futur promoteur d'élevage et que je vais investir dans la volaille, je dois savoir quel est le pôle de développement agricole qui est spécialisé dans cette spéculation-là et aller vers cette institution-là, et puis avoir l'appui qu'il me faut. Donc, c'est déjà, en fait, la première réforme d'abord qui a été réalisée chez nous ici au Bénin pour vraiment, en fait, permettre, qui constitue déjà, en fait, une base, une fondation vraiment, en fait, pour des avancées notables au niveau de l'élevage. Ça, c'est très capital comme avancée chez nous. Et parlant maintenant des appuis, au fait, que ces institutions-là, en fait, apportent sur le terrain également aussi. Il y a cela 15 ans, 20 ans, nous n'étions pas à ce niveau-là. C'est juste pour dire, au fait, que l'environnement institutionnel a vraiment changé chez nous ici au Bénin. Et ça favorise déjà, en fait, vraiment, en fait, beaucoup de choses. L'éleveur qui n'avait pas, il y a certains soutiens que l'éleveur n'avait pas avant, qui aujourd'hui maintenant en fait sont disponibles. Même chez l'habitation milieu rural, ces soutiens sont disponibles. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question de savoir comment vit au fait l'élevage ici au Bénin, je dis que sur le plan institutionnel, l'élevage vit bien. Maintenant, c'est sur le plan interne au niveau de chaque élevage, maintenant que le travail reste à faire pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Quelles sont donc les difficultés liées à l'accès aux intrants? Je parle des intrants en matière d'aliments, médicaments et équipements. La première difficulté que je peux d'abord mentionner souvent les distances, souvent plus ou moins un peu longues, qui séparent la majorité, je dis bien la majorité des élevages, des centres d'approvisionnement en ces intrants-là. Ça, c'est un. De deux, également aussi, il y a aussi le manque d'information. Ça, surtout là, peuvent exister dans le milieu, mais l'éleveur peut ne pas être informé que ça existe dans le milieu. Donc, il y a souvent aussi ce problème de manque d'information. L'éleveur lui-même, en fait, ne va pas, au fait, à la source d'information. La source normale d'information, là, il doit aller pour avoir la vraie information parfois. Ils n'y vont pas. Si bien que le service existe dans son environnement, mais il n'en est pas conscient. Vous voyez, donc, en termes de contraintes d'accès, il y a la non-proximité et il y a également aussi au fait, le manque d'information. Je ne dirais pas aujourd'hui que les sources d'approvisionnement en fait, en étant aujourd'hui chez nous au Bénin, ça manque. Que ce soit en médicaments, il y a l'autre des médecins vétérinaires qui est implanté pratiquement toutes les communes du Bénin. Il y a les ATDA qui sont là avec les CSEC. Et l'État aussi a aidé les vétérinaires à s'installer. Exactement. En leur donnant
l'autorisation d'installation. Exactement. Et l'autorisation d'exercice de leur métier. Moi, j'ai beaucoup de collègues, beaucoup d'amis, vétérinaires, paravétérinaires, qui ont reçu cet accompagnement-là, qui sont installés dans beaucoup de communes à caractère ruraux chez nous au Bénin. Donc, moi, je crois que pour ce problème de non-accès, assez limité, au fait, aux intrants, je crois que c'est beaucoup plus, au fait, lié à l'éleveur lui-même aujourd'hui. Parce que le cadre institutionnel, le cadre politique, tout est pratiquement déjà mis en place pour pouvoir vraiment accompagner. Il y a aussi des privés qui sont là aussi, qui sont pleins. L'autre facteur que je peux aussi nommer aussi, c'est le coût d'acquisition de ces intrants, parfois qui dépasse, au fait, le pouvoir d'achat des éleveurs. Et tout cela, en fait, c'est toujours dans l'optique de ce que l'éleveur se dit, c'est l'activité aléatoire. C'est l'activité, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux. Ce qui fait que il limite, au fait, ses investissements, parfois dans l'élevage. Donc, soit l'éleveur n'a pas les moyens pour acquérir les intrants, soit il a les moyens, mais il se dit dans sa tête que je fais juste l'élevage comme activité secondaire, donc pas besoin forcément d'y investir énormément. Merci à vous, monsieur Fréjus Tanguy Zinsou. Nous allons continuer pour vous demander si le changement climatique affecte-t-il la réussite des entreprises d'élevage. Il y a beaucoup d'espèces animales qui ont des relations directes avec l'environnement. Si je prends juste le cas des ruminants, par exemple, les entreprises d'élevage qui sont spécialisées dans l'embouche ovine, l'embouche bovine, l'embouche caprine ou bien la laiterie bovine comme ovine caprine, c'est des animaux qui sont liés directement à l'environnement. Ce sont des animaux dont l'alimentation est principalement basée sur les parcours naturels. Donc aujourd'hui, avec les effets du changement climatique, aujourd'hui, quand vous allez au nord, par exemple, vous allez voir beaucoup d'espaces naturels qui jadis étaient vraiment exploités par les troupeaux, qui aujourd'hui maintenant en fait sont dégradés correctement. Moi, j'ai fait pratiquement 1 mois l'année passée au nord et où j'allais en fait au pâturage avec les éleveurs. J'ai fait le pâturage avec les éleveurs. J'allais avec les troupeaux. J'ai vu en fait ceux qui vivent sur le terrain. Donc il y a des espaces naturels qui sont totalement dégradés. Il n'y a plus rien sur ça. Si bien que les animaux qui doivent faire quelques heures de pâturage pour rentrer vite à la maison, ils font toute la journée et parfois ils n'arrivent pas quand même à satisfaire les besoins. Mais le projet Procer apporte des solutions. Oui, je l'ai remarqué sur le terrain. C'est aussi l'une des réformes majeures du gouvernement qu'il faut saluer. Le projet Procer, moi j'ai rencontré des éleveurs sur le terrain qui ont des états de production de fourrage, de pâturage à panier maximum. Je l'ai vu sur le terrain et vraiment ils ont été même formés même à produire des foins pour conserver et utiliser ça pour pouvoir nourrir les animaux pendant les périodes de pénurie. Donc ça, c'est des solutions au fait qui sont en train d'être introduites, les technologies qui sont en train d'être introduites dans certains milieux pour pouvoir vraiment rendre les élevages, surtout les élevages de ruminants, beaucoup plus résilients au fait face aux chocs environnementaux. Qu'en est-il des problèmes d'accès au marché et de commercialisation? J'ai rencontré des producteurs de lapins qui n'ont pas le marché d'écoulement. La question que vous devez leur poser, c'est de savoir est-ce qu'ils font partie vraiment en fait d'une entité organisationnelle. Le gouvernement a fait en fait déjà un travail remarquable sur ce plan-là, c'est-à-dire organiser les acteurs de chaque filière. Si je prends la filière lapin par exemple, il y a déjà en fait beaucoup d'organisations qui existent et qui organisent déjà en fait la commercialisation des produits issus de leurs producteurs sur le marché. Donc si je suis quelqu'un, si je suis un éleveur lambda, je veux entreprendre dans l'élevage de lapins, la première des choses à faire d'abord, c'est de me rapprocher de ces institutions qui existent déjà, avoir l'information, savoir comment je vais m'organiser, comment accéder à ces institutions-là, quels sont les bénéfices. Quand vous appartenez au fait par exemple à une interprofession ou bien à une association professionnelle, par exemple des agriculteurs, il y a beaucoup d'avantages, comme par exemple la mise sur le marché de vos produits, la connaissance de vos produits. Donc le problème existe, mais je crois que la solution, c'est aller faire ces organisations-là qui existent déjà et intégrer ces organisations, travailler avec ces organisations-là et être sûr que vous aurez vraiment accès au marché. Nous avons pris beaucoup de temps à diagnostiquer, à parler des problèmes, à parler des difficultés, mais à présent, nous allons parler des solutions et les bonnes pratiques. Quelles sont les clés pour réussir dans l'élevage aujourd'hui? Les clés, moi, j'aborderai beaucoup plus les facteurs internes, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les erreurs entrepreneuriales que nous commettons. Les clés, premièrement d'abord, c'est de s'assurer, avant de se lancer dans un business d'élevage, de s'assurer de faire une étude de faisabilité. Ça, c'est indéniable. Deuxième chose, si je suis un promoteur d'élevage et que je n'ai pas reçu à la base une formation en élevage, la moindre des choses de moins, c'est d'aller me faire former. Même si je suis promoteur d'élevage et que je pense recruter un technicien sur mon terrain, moi-même en tant que promoteur d'élevage, je dois faire un suivi. Mais je ne vais pas faire un suivi si moi-même je ne connais rien dans le domaine. Donc il faut que moi-même j'aille me faire former d'abord dedans pour avoir d'abord les b.a.-ba du domaine d'abord afin de pouvoir mettre en place un bon programme de suivi pour mon entreprise. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, tout dans le cadre de la formation, il faut en fait faire des formations de recyclage. Et ça se fait déjà à l'aide des organisations, fessières, des producteurs. Souvent, ces gens de formation souvent s'organisent pour pouvoir partager avec les éleveurs
les nouvelles technologies, les nouvelles innovations dans le domaine qui pourront leur permettre vraiment de maximiser leur truc là. Autre chose, c'est la gestion financière des entreprises d'élevage. Parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure au départ, beaucoup de promoteurs confondent recettes avec bénéfices. C'est-à-dire, quand je fais des ventes, automatiquement, la majorité, au fait, conçoivent déjà en même temps que les recettes issues des ventes, en même temps les bénéfices. Ou bien, il y a une catégorie qui se disent que je fais les ventes, j'ai les recettes, j'enlève les dépenses courantes que j'ai faites et le reste là, c'est mes bénéfices. Ils oublient que ça, c'est en fait le bénéfice brut. Et que de ça, ils doivent encore enlever les charges fixes comme les amortissements. C'est ce qui fait que dans la plupart des élevages, quand les infrastructures commencent par se gâter, l'éleveur est incapable de les supporter, de les réparer. Pourquoi? Parce que il n'a pas prévu au fait à l'avance ce compte amortissement pour ses investissements. Quand les infrastructures commencent par se gâter, souvent se font la faillite, souvent qui rentre en jeu et puis ça se passe. Donc il y a cette notion de gestion financière qu'il faut également aussi apprendre à ceux qui veulent entreprendre dans l'élevage pour leur montrer vraiment que vous avez au fait des investissements qu'il faut investir dans un temps donné et quand l'investissement là commence pas à être amorti, vous devez revenir en arrière, puiser dans ce compte amortissement pour aller soit réparer l'investissement, soit le changer complètement pour pouvoir continuer avec votre activité. Faut-il privilégier une approche progressive plutôt qu'un grand investissement initial? Moi, j'encourage au fait beaucoup plus l'approche progressive aujourd'hui. À cause de ces facteurs au fait externes que en tant qu'éleveur, je ne maîtrise pas totalement. Je n'ai pas en fait la même mise sur ces facteurs-là. Je ne peux pas les contrôler. Donc ces facteurs-là en fait constituent des risques pour mon entreprise. Donc pour moi de minimiser ces risques-là, je commence en fait avec un petit nombre et ça me permet d'apprendre et à évoluer, de commettre les erreurs qui vont me coûter peu, mais qui vont me permettre quand même d'apprendre beaucoup de choses pour pouvoir aller vraiment loin. Donc aujourd'hui, la plupart des éleveurs qui me contactent moi pour des entreprises, si l'éleveur n'a jamais par exemple effectué un élevage une fois, il vient vers moi, il veut faire par exemple les pondeuses, moi je n'encourage jamais à commencer avec 1000 têtes, jamais. Commence d'abord avec 500 têtes à la rigueur, sinon c'est 200 têtes, 300 têtes, pour apprendre non seulement de l'environnement socio-économique et politique dans lequel tu veux évoluer, mais également c'est toi-même d'abord en tant qu'éleveur apprendre comment est-ce qu'il faut élever l'animal avant d'aller vers un effectif beaucoup plus grand. Quel rôle peut jouer l'innovation? Parce que tout à l'heure, vous en avez parlé. La technologie, la digitalisation, quel rôle l'innovation peut jouer? Aujourd'hui, on ne peut plus en fait occulter le rôle que peut jouer l'innovation dans le développement d'une entreprise et de surcroît encore dans une entreprise d'élevage. Parce que c'est une entreprise qui fait face à beaucoup de contraintes. Et ce n'est que l'innovation qui va permettre en fait à l'éleveur de surmonter ces contraintes-là. On a parlé tout à l'heure maintenant en fait du projet procès, mais c'est une innovation. C'est-à-dire produire le fourrage soi-même, arriver à le conserver et à l'utiliser pendant les périodes de pénurie, c'est une innovation. Et même s'il le faut, en vendre. En vendre également aussi, c'est aussi une innovation. Donc aujourd'hui, les innovations sont vraiment capitales et c'est en cela en fait que la recherche scientifique est importante aujourd'hui. C'est vrai que on a souvent l'habitude de dire que bon voilà, dans nos universités, on fait la recherche et puis souvent les résultats sont dans les placards, dans la plupart des cas. Mais il faut, comme vous le faites déjà à travers votre émission, commencer déjà par conscientiser les nouvelles générations de chercheurs pour que les travaux de recherche en fait puissent sortir des tiroirs, aller vraiment sur le terrain, pour que les éleveurs puissent bénéficier vraiment en fait de ces résultats-là. La digitalisation aujourd'hui, personne en fait ne peut se passer en fait de la digitalisation aujourd'hui. Je suis éleveur, j'ai mon élevage à Caïmaman. Quelqu'un qui est à Cotonou peut savoir que j'élève les poulets à Caïmaman, que j'élève les bovins à Caïmaman. À cause de quoi? À cause du numérique aujourd'hui. Une petite plateforme en ligne où j'expose mes produits, j'expose mes services, ça peut déjà faire à ce que quelqu'un à Cotonou ici peut déjà savoir ce que je fais à Caïmaman et peut me contacter pour des services, peut me contacter pour des produits. Donc aujourd'hui, le rôle du numérique dans le développement de l'élevage n'est plus à démontrer. L'organisation en coopérative peut-elle aider les éleveurs? Oui, ça c'est ce qui se fait déjà sur le terrain. C'est la raison pour laquelle tu disais tout à l'heure que si je suis un potentiel promoteur d'élevage et que je vais me lancer dans une activité d'élevage, il faut d'abord que je me renseigne là où je vais lancer l'activité. Est-ce qu'il y a déjà ces genres d'initiatives qui sont déjà dans l'environnement? Est-ce qu'il y a déjà des coopératives d'éleveurs? Est-ce qu'il y a déjà des associations d'éleveurs? Est-ce qu'il y a déjà telle chose? Et puis savoir comment est-ce qu'il faut me rapprocher de ces gens-là et bénéficier de leur appui. Aujourd'hui, si je suis membre d'une association ou d'une coopérative d'éleveurs, c'est beaucoup d'avantages que je gagne. L'information, les renforcements de capacité, participer à des projets, on est d'accord? Et surtout encore, la commercialisation de mes produits. Donc, les coopératives aujourd'hui apportent beaucoup d'avantages au fait à l'éleveur pour lui permettre vraiment de prospérer dans son activité. Nous sommes en train d'aller au terme de notre émission et d'une rubrique, nous passons à une autre rubrique. Celle-ci est intitulée Trucs et astuces. L'université du paysan, trucs et astuces.
Monsieur Fréjus Tanguy Zissou, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans le levage? Le premier conseil que je veux donner, c'est d'abord la formation. Si vous n'êtes pas formé à la base dans le domaine de l'élevage, allez d'abord vous faire former. Ça, c'est un. De deux, faites-vous accompagner d'un spécialiste, d'un expert du domaine. Ça, c'est capital. Vous pouvez aller faire la formation de 3 mois, 4 mois, mais pas comme quelqu'un qui a passé toute sa vie à étudier le domaine. C'est impossible. Donc, faites-vous souvent accompagner d'un expert, d'un spécialiste du domaine. Souvent, c'est parfois le peu de ressources qu'on va payer à cette personne-là, qu'on fuit, et puis on va se mettre en fait dans des situations pas possibles. Ça, c'est deux. Troisièmement, faites une bonne étude de faisabilité, que ce soit socio-économique, politique, environnementale, tout, pour avoir une maîtrise plus ou moins parfaite de l'environnement dans lequel vous voulez aller investir. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est comme si vous investissez à l'aveugle. C'est comme si vous prenez vos ressources et puis vous les laissez comme ça à l'aveugle. Non, même si c'est 1000 francs que vous voulez investir au départ, mais 1000 francs c'est de l'argent. Mais je connais des gens qui ont commencé des activités avec 10 000 francs, mais qui aujourd'hui maintenant qui valent des centaines de millions. Donc, il faut vraiment en fait se doter de ce document stratégique là au départ pour être sûr que l'on connaît déjà tous les contours au fait de l'environnement dans lequel nous voulons évoluer, les contraintes éventuelles qu'on peut rencontrer sur le chemin et comment est-ce qu'on peut les surmonter si éventuellement ces contraintes-là surviennent. Ça, c'est le troisième point. L'autre point, c'est de faire asseoir un bon système de suivi et de gestion de suivi des élevages. Se doter des outils qu'il faut pour pouvoir vraiment faire un bon suivi. Parce que quand vous allez vers un investisseur ou bien une structure financière pour des crédits, mais c'est ces documents-là que vous sortez qui montrent votre crédibilité, qui fait asseoir la confiance que l'investisseur ou bien que la structure financière a en vous pour pouvoir vraiment vous accorder le crédit que vous souhaitez. Donc, c'est des points sur lesquels vraiment, il faut vraiment en fait appeler les promoteurs d'élevage, les éleveurs à vraiment en fait faire attention à ces points-là et investir dans ça pour pouvoir vraiment assurer un bon avenir pour leur entreprise. Avez-vous un exemple concret d'échecs et les leçons à en tirer? Ah oui, j'en ai plein. Je prends juste un exemple. Je ne vais pas mentionner de nom ici. C'est une dame un jour qui m'a appelé. Elle a Calavi. Elle fait les pondeuses. Elle m'a appelé pour dire vraiment qu'elle a un souci. Voilà, donc je me suis rendu sur le site et j'ai vu que tout son élevage en fait est inondé d'eau. Le bâtiment de l'élevage est inondé d'eau. Donc je lui ai demandé mais qui l'a en fait conseillé à construire le bâtiment, parce que c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Nous en tant que techniciens, nous on maîtrise en fait les normes techniques qu'il faut utiliser pour pouvoir construire un bâtiment, pour que ce bâtiment là soit à l'abri de tout ce qui est aléa climatique. Quand je suis allé, j'ai vu au fait l'état du bâtiment. Automatiquement j'ai compris que c'est ça en fait qui pose problème chez elle. Par conséquent, je lui ai donné des recommandations qu'il faut pour pouvoir corriger. À l'inverse, pouvez-vous partager un exemple de réussite inspirant? Oui, je ne sais pas si il va suivre cette émission. Donc, il est à Savalou, plus précisément à Pataba. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, tellement ouvert à apprendre, toujours disponible à écouter les conseils, les recommandations. Et à la base, il n'est pas du domaine, il est du corps médical, mais il est intéressé par l'élevage. Il m'a contacté, mais tout ce que je lui ai demandé de faire, il a fait. Étude de faisabilité, rapproche-toi de telle organisation qui a des démembrements chez toi. Il faut aller vers le pôle de développement qui coiffe ta zone. Il a fait toutes les démarches qu'il faut, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, il bénéficie de beaucoup d'appui. Non seulement de moi, mais également aussi beaucoup de ces institutions-là. Aujourd'hui, il fait son petit bonhomme de chemin et moi, j'ai espoir que avec cette lancée-là, avec cet encadrement-là, en fait, qu'il a, que vraiment, ça va vraiment, en fait, prospérer et puis réussir pour lui. Alors, selon vous, quel avenir pour l'élevage en Afrique dans les prochaines années? Si je m'en tiens à ce qui se fait chez nous ici au Bénin, par exemple, si je me tiens à cela, je crois qu'il y a vraiment en fait un bon avenir pour le secteur de l'élevage. Et moi, je ne vais pas en fait m'étonner si dans 20 ans, dans 30 ans, je trouve désormais au niveau, quand on va au MAEP là, que ça devient MEAP. Parce que l'élevage va commencer par contribuer plus à notre économie que l'agriculture. Parce que les réformes qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui, l'éveil de conscience, les formations des éleveurs, tout ça là, c'est vrai que le fruit, au fait, n'est pas pour aujourd'hui. C'est dans 20 ans, dans 40 ans qu'on aura ces résultats-là. Moi, je suis vraiment, en fait, positif par rapport à cela et sûr que d'ici quelques décennies, que les tendances vont vraiment changer. Parce que la population augmente. On a besoin des ressources alimentaires d'origine animale. On en a besoin chaque année, chaque jour. On en a besoin. Donc, plus ces besoins vont s'accroître, plus la nécessité de bien cadrer, de promouvoir la production locale
va être plus importante pour tous les pays en Afrique et particulièrement chez nous ici au Bénin où les réformes sont déjà en train d'être mises en place pour pouvoir favoriser ce développement-là. Chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette édition de l'Université du Paysan sur Radio Bénin. Nous retenons que l'échec de nombreuses entreprises d'élevage en Afrique n'est pas une fatalité, mais souvent le résultat d'un ensemble de facteurs évitables. Manque de formation, mauvaise gestion, choix techniques inadaptés et insuffisance d'accompagnement. Avec une meilleure préparation, un encadrement technique et une vision entrepreneuriale claire, l'élevage peut devenir un véritable levier de développement économique et social. Un grand merci à notre invité, Fréjus Tanguy Zissou, ingénieur en zootechnie, pour ses éclairages précieux. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain numéro pour un nouveau thème au cœur de nos réalités rurales. C'était l'Université du Paysan. Tiburce Nkiala.